Hey, bienvenue à tous, ici Christian Dion, l'épisode numéro 2 de la revue de presse agricole. On est aujourd'hui le vendredi 3 novembre 2023. Bienvenue à tout le monde. Et puis, cette semaine, les nouvelles les plus torrentielles de l'été, les PFAS, la réserve de sirop d'érable qui sera sec, la fusion entre Bunge et Viterra, et puis des nouvelles technologies dans les pulvérisateurs. Donc, on passe ça maintenant. Donc, bienvenue à tous. Cette semaine, on va commencer avec les pluies torrentielles de l'été. C'est un article qui est apparu dans plusieurs journaux comme La Presse, le Journal de Montréal et aussi La Terre de chez nous. On y va comme suit. Donc, beaucoup de producteurs cet été ont perdu une bonne partie de leur récolte. C'est des choses qui arrivent, sauf que cet été, c'est un peu exceptionnel, par exemple. On s'entend là, on a eu un système qui a comme fait du surplace, qui a dompé énormément de pluie en très peu de temps. C'est des choses qu'on voit pas souvent. De la pluie, oui. Souvent, quand ça arrive, c'est un petit peu plus tard dans l'été. Puis une bonne partie des récoltes sont déjà faites. Surtout au niveau maraîcher. Maraîcher, eux autres, ils en ont arraché pas mal. Parce que au moment où ça a tombé, il y avait beaucoup de légumes qui étaient prêts à aller chercher. Puis là, il faut que tu ailles les chercher dans l'eau. Les champs étaient complètement inondés. Donc, beaucoup de pertes de leur côté. C'est assez triste. Donc là, les pluies torrentielles du mois de juillet auraient endommagé près de 60% des superficies maraîchères du Québec, révèle un sondage mené par l'UPA que la presse a obtenu. Tout le monde l'a obtenu, pas rien que la presse. Les champs ravagés par ces averses historiques ont enregistré 42% de pertes du jamais vu, reportent plusieurs associations d'agriculteurs. Oui, les maraîchers y ont goûté. Nous autres, moi, j'étais en grande culture. Moi, j'ai des terres au ras le lac Saint-Pierre. On a une rivière, il y a une rivière qui s'appelle la rivière Brielle. Elle est bouchée. Fait que toute l'eau, quand elle s'est mise à couler, elle pognait le bouchon, puis ça a refoulé sur les terres d'en-bas où est-ce qu'on cultive. Mine de rien, là, pratiquement tout le monde a eu le terre scrappé, fait que toute l'assurance récolte a embarqué là-dedans. On n'a pas eu le choix ben. Moi, j'avais loué une terre, rendement zéro. Ma terre à moi, qui est un petit peu plus haut que le restant, j'ai récolté à peu près 8 tonnes à 42 acres. Et puis cette semaine, je vais aller, probablement en fin de semaine, je vais aller chercher le maïs. Le maïs aussi, là, la financière est allée évaluer ça. Et puis, elle évalue 24 tonnes dans 27 acres. C'est même pas une tonne à l'acre à peu près aller le chercher. Pourquoi je vais le chercher? C'est parce que j'avais pas la clause abandon. Je cultive depuis 2003, c'est la première fois où j'aurais eu besoin de la clause abandon. Donc, c'est là qu'on apprend des fois quand il arrive des événements comme ça, savoir si tu es bien assuré ou mal assuré. Dans mon cas, juste à cause de ça, j'étais mal assuré. Mais écoute, c'est des choses qui arrivent, sauf que c'est vraiment ordinaire, surtout dans notre cas. Euh, c'est pas de notre faute si la terre a inondé. Je veux dire, c'est parce qu'il y a une rivière qui est bouchée. Euh, Puis surtout quand il mouille gros de même dans l'été, il y a bien du monde. Ah, pourtant c'est drainé, je comprends pas. Un drain, c'est pas un siphon. Ce que ça prend pour bien égoutter la terre, c'est un bon nivelage. Quand il y a des coups d'eau, c'est le nivelage qui va faire la job, c'est pas les drains, c'est ça. Les drains, c'est pas un siphon. Un trou d'eau va rester un trou d'eau même si c'est drainé. Donc, c'est ça. Puis, côté maraîcher, c'est sûr que c'était pas évident parce que là, puis côté grande culture aussi, parce que quand les pluies sont arrivées, il y avait quand même pas mal de céréales qui étaient au moment de la floraison. Donc, il faut aller appliquer des fongicides. Là, tu peux pas vraiment aller en appliquer parce qu'il fait rien que mouiller. C'est pas évident. Euh, les céréales de printemps, beaucoup de toxines, pas de rendement. Les céréales ont couché à terre, tu sais, c'était le bout de la merde d'aller récolter ça. Imaginez, côté maraîcher,
Ou est-ce que là, souvent, il y a des légumes qui sont plus sensibles à la pourriture, fait que quand que ça trempe dans l'eau, c'est pas évident. C'est pas évident parce que là, les maladies embarquent là-dedans. Donc là, tu as une perte de rendement. Puis quand tu essaies d'aller appliquer des fongicides pour essayer de sauver ta culture, ça augmente ton coût de production. Fait que là, le coût à la tonne augmente. Fait que tu sais, t'es comme dans c'était un pattern vraiment là, ordinaire cet été. Euh, mais habituellement, quand on a des coups d'eau de même, ça arrive plus tard. Il y a pas mal de légumes qui sont sortis du champ. Mais bon, c'est des choses qui arrivent, c'est vraiment ordinaire. Mais est-ce que c'est les changements climatiques? C'est un phénomène météo qui est arrivé là. Donc, c'était sec au printemps. Un moment donné, il y a eu un phénomène météo comme de quoi que les vents du nord sont mis à pousser, puis ça a comme jammé un peu le courant qui arrivait du sud, qui était chaud et humide. Fait que ça a tout dompé l'eau à quasiment la même place. C'est. Mettre ça, c'est les changements climatiques. À chaque fois que de quoi, c'est les changements climatiques. Comme ce que j'avais dit la semaine passée avec un article, un automne chaud, c'est la météo. Des automnes chauds, des dizaines d'automnes chauds, c'est le climat. Là, on a eu un mois de pluie. Mais tu sais, on est au Québec, là. Au Québec, de la pluie, c'est commun. Il y en a eu plus que d'habitude. Au Québec, on a quasiment un climat de marde, en fait, là. On a un climat de marde. Donc, de la pluie, tu sais, s'il ne mouillait pas au Québec, jamais que les terres auraient été dans la forme qui sont là. Toutes des planches étroites, faites dans le sens que ça penche. Pour que, tu sais, ils ont fait ça de même, là, pour que ça y goûte. Il n'y a pas le choix de faire ça de même. Puis d'après moi, c'était vraiment inspiré des Pays-Bas. Les Pays-Bas, elles autres, ils cultivent en dessous du niveau de la mer. Fait que, ils sont habitués de gérer l'eau. Donc, les planches dans ce pays-là, là, vraiment en Hollande particulièrement, là, c'est toutes des planches étroites dans le sens que ça penche. Donc, d'après moi, ça t'a inspiré de ça. T'sais. Sinon, les terres n'auraient jamais été boulées pour faire des demi-arpents ou des trois quarts, des planches rondes qu'on appelle. Là. Parce qu'ailleurs, dans les cantons, ça n'a pas été fait comme ici au Québec. Donc, tu sais, de l'eau, on est habitué de gérer ça. Là, on a eu à gérer pas mal plus que d'habitude. Bon. Fait que c'est la partie plate des choses, mais c'est pas quelque chose qui est hors du commun d'une certaine façon. Ensuite de ça, partager l'écran. Une autre nouvelle. Ouais, ça, c'était. J'ai vu ça dans le bulletin des agriculteurs et aussi dans la terre de chez nous. Suite au reportage, surtout, de la terre de chez nous, puis pas de la terre de chez nous, mais de la semaine verte et de l'émission Enquête à Radio-Canada, les taux de PFAS qu'ils retrouvent dans les boues. Donc, là, suite à ça, ils ont dit, ah, on pourrait peut-être faire de quoi. Donc, ils vont émettre des nouveaux seuils pour qu'on puisse appliquer les boues dans le champ, donc pour avoir le moins de PFAS possible. Déjà que moi, j'utilise du Digesta de Saint-Hyacinthe, de la ville de Saint-Hyacinthe, qui arrive de l'usine de biométhanisation, dans le fond, avec toutes les boues arrivent à l'usine et ils retirent le gaz, et puis la boîte qui reste des silos, c'est ça, dans le fond, qui est appliqué au champ. On a des analyses, mettons, pour tout ce qu'il y a dedans, azote, phosphore, puis tous les éléments mineurs que certains vont appeler aussi métaux lourds, mais les éléments mineurs, métaux lourds, ça c'est pas mal dans la même catégorie, je pense. Mais on n'avait pas le. Est-ce qu'on a le taux de PFAS dedans? Je pense que non. On dirait que. Moi, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai appris avec ces reportages-là. Je ne savais pas que ça existait. Et puis, là, c'est ça. Là, le gouvernement du Québec va mettre des nouvelles normes là, pour pas. Parce que c'est un polluant persistant. C'est pas quelque chose qui va se dégrader facilement, mais qui reste dans la terre. Ce qui est bizarre, c'est que c'est un produit qui est utilisé vraiment. Il y a plusieurs, c'est une famille, on s'entend, les PFAS. C'est utilisé dans énormément de produits, comme les produits de cosmétiques, tous les plastiques pour étancher, même ce qui est compostable, des PFAS dedans pour que ce soit étanche. Il y en a,
partout, 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 partout. Fait que là, c'est sûr que ça va se retrouver dans les bouts, là, tu sais, quand que du monde se démaquille, bon, ben, tu passes ta serviette, là, ta débarbouillette, je veux dire, à l'eau, ça se retrouve là-dedans. Donc, ça se retrouve dans le réseau. Veux pas. Fait que, c'est ça. Fait que là, eux autres, ils voudraient mettre un seuil maximum à 10 parties par million. Fait que c'est vraiment pas beaucoup. Puis, il y a une autre affaire aussi avec les bouts. Comme moi, ce que je mets à le digestat de Saint-Hyacinthe, on va mettre 2 tonnes et quart à l'acre. C'est pas beaucoup. Tu sais, on en applique, tu prends une pelletée de terre, pas de danger que ça goûte bien, bien, là. C'est pas comme du fumier, là, où c'est vraiment tapissé à grandeur, là, souvent. Mais ça, c'est des petites mottes et là, il n'y a pas grand-chose qui est appliqué dans le champ. Mais ce que je trouve un peu plate, c'est que le gouvernement ait réagi à cause d'un reportage TV. Fait que, puis d'un autre côté, est-ce que c'est mieux que ça se retrouve dans le champ plutôt que direct dans le fleuve? Parce que la ville de Montréal, elle flush encore souvent dans le fleuve, là. Fait que c'est sûr que c'est pas mieux quand ça se retrouve complètement dans l'eau. Mais en tout cas, c'est pas tout le monde qui en met. Puis quand que les reportages ont sorti l'hiver passé, il y a plusieurs producteurs qui avaient choqué aussi parce que plusieurs sont mis à avoir peur là, avec ça. Donc, ils ont complètement cancellé le commande. Moi, j'en prenais, mais tu sais, à un moment donné, j'ai reversé un téléphone, tu peux-tu en rentrer, là, parce que là, on est comme pogné, là, on sait plus où mettre le stock. Fait que, là, c'est sûr que du stock s'est retrouvé probablement dans les sites d'enfouissement, parce que là, à un moment donné, si tu peux pas en mettre dans le champ, il faut que tu le mettes à quelque part, parce que là, le monde n'arrêtera pas d'aller aux toilettes pour autant. Hein? Donc, c'est ça pour les PFAS. Puis, si vous voulez aller revoir sur YouTube, dans ma chaîne YouTube des podcasts agricoles du Québec, on avait fait un, un reportage, un live dans le fond, concernant vraiment les bouts. Et puis, la personne qui était invitée, France Pellerin à ce moment-là, connaissait pas mal aussi le domaine des PFAS. Puis, le domaine des bouts, c'est vraiment son domaine d'expertise. Vous pouvez aller écouter ça. Très, très, très intéressant, encore une fois. Donc, ensuite, une nouvelle qui est apparue dans la Tribune. Ça, je pense, c'est le journal de Sherbrooke. Probablement qu'il y en a qui ont vu passer ça sur les réseaux sociaux, surtout via François Lambert. Fait que lui, dans le fond, c'est un acheteur de sirop d'érable parce qu'il produit beaucoup de trucs à manger à partir de sirop d'érable. Il a commencé avec sa production, puis à un moment donné, ça s'est mis à monter. Puis, il a commencé à acheter des barils pour pouvoir faire de la transformation. Et puis, là, ce qu'il avait dit, c'est qu'il avait appelé la fédération pour avoir du sirop. Et puis, finalement, il n'a pas été capable de avoir. Tout ce qu'il pouvait avoir, c'était du sirop biologique parce que c'est tout ce qui resterait dans la réserve. Là, c'est sûr que là, tout est parti un peu de travers. Là, c'est pas bon. La gestion de l'offre là-dedans, ça marche pas. Blablabla. Bla, bla, bla. Mais ça fonctionne. Il n'y a pas de problème. Et oui, ils ont été capables de monter une réserve stratégique, là, les PPAQ, les producteurs et productrices acéricoles du Québec. Sauf que quand il arrive des mauvaises saisons, comme c'est arrivé en 2003, surtout tout ce qui était un peu plus au nord puis vers l'est, là, et eux autres faisaient trop froid pour que ça coule. Donc, ils vont arriver peut-être à 50% de leur production. Mais là, si les ventes à l'international sont bonnes, puis que tu n'es pas capable de produire parce qu'il ne fait pas beau, et tu n'as pas la température pour que ça coule, à un moment donné, tu vas piger dans la réserve, puis à un moment donné, ça peut arriver que la réserve, elle tombe vide. Puis, tu sais, avec le système de contingent, la production n'est pas limitée. Contrairement à ce que le monde peut dire, la production n'est pas limitée. Tout le monde va avoir le maximum de rendement. Nous autres, si on était capable de produire 8 livres à l'entaille à chaque année, on le ferait, même si on aurait un contingent plus bas. Dans le fond, ce qui est limité, c'est les paiements aux producteurs. Donc, si tu as un contingent, par exemple, de 10 000 livres, tu produis 15 000 livres,
ben, tu vas être payé sur le 10 000 livres. Donc, le 5 000 livres over, il va aller dans la réserve stratégique. Si l'année d'après, ta saison est un petit peu moins bonne, tu produis 9 000 livres au lieu d'en produire 10, ben, tu vas pouvoir aller prendre le 1000 livres qui est dans ta réserve à toi, si tu veux, pour pouvoir aller te faire payer et être payé à 100% de ton contingent. C'est un système qui était. C'est sûr que ça fait des mécontents au début parce que tu produis over ton contingent, puis là, tu n'es pas payé pour ça. Mais le sirop est à toi. Il n'a pas été volé, là. Il est à toi. C'est comme si tu avais de l'argent à la banque qui ne rapportait pas d'intérêt. Mais au cause que tu as une bad luck, tu peux aller en rechercher. Ça, tu sais, le système il était quand même bien bâti. Fait que les ventes sont bonnes à cette heure. C'est peut-être plat. Mais moi, je vois ça quasiment, tu sais, si la réserve est vide, je vois ça quasiment d'une bonne manière. Parce que ça veut dire que les ventes sont bonnes, le produit est bon. Fait que, sauf que là, c'est à nous autres de produire le plus possible. Mais là, ça ne marche pas tout le temps à tous les ans. Là, la Fédération des producteurs, ben, les PPAQ, en fait, émettent des nouvelles entailles. Ils font comme des tirages pour avoir plus d'entailles. Ça, je pense que ça pourra peut-être débarquer cette partie-là. Quand tu es prêt, tu pourras faire une demande. Quand tu es prêt à faire couler ta cabane à sucre, tu pourrais peut-être faire ta demande pour avoir du contingent. Tu sais, ça serait peut-être moins rushant parce que là, c'est comme toutes des grosses périodes. Là, tout le monde reçoit toute tous les ingénieurs forestiers, par exemple. Là, ils ont bien du stock à faire tout en même temps parce que là, ils en émettent bientôt. Fait que, tu sais, pour un peu mieux répartir l'ouvrage. Puis souvent, un autre des problèmes que je vois, c'est que quand tu fais faire ton plan d'ingénieur, après ça, tu envoies tous tes papiers à la fédération, bang, tu as du contingent. Sauf que ta terre à bois n'est pas bûchée, puis tu n'as pas d'expérience, puis tu ne sais pas par où commencer. Fait que, puis là, après ça, c'est tous les appels des installateurs. Puis là, à un moment donné, ça finit que ça coûte assez cher, acheter le stock. Puis, fait que, je pense qu'il y a peut-être un peu peut-être revoir un peu cette partie-là. C'est sûr que c'est plus facile d'avoir un financement si tu as un papier de la fédération qui dit que tu as le droit du contingent pour pouvoir installer ton érablière. Sauf que quand tu n'as rien de fait, c'est d'ouvrage. Tu sais, moi, j'avais acheté en août 2021. En décembre 21, j'ai eu du contingent. Fait que j'avais déjà appelé l'ingénieur forestier pour qu'il puisse venir visiter la terre pour avoir le plan d'ingénieur pour pouvoir envoyer ça à la fédération. Tu sais, de ne pas en avoir bien dans ma situation, là, je vais dire qui ont acheté et qui ont eu du contingent tout de suite après. Mais tu sais, on a déjà de l'expérience, nous autres, là-dedans. Donc, on savait que bûcher, il fallait tout mettre les tuyaux à terre. On a débâti la cabane, on a rebâti. J'ai commencé à produire en 2023. Quelqu'un qui n'a pas d'expérience là-dedans, puis que 100% de la terre à bûcher, parce qu'il y a gros ménage à faire. Puis après ça, toute l'installation des broches, puis des tuyaux, puis il y a de l'ouvrage là-dedans. Là. C'est de l'ouvrage en tabarouette. Là. Quelqu'un qui reçoit un contingent pour 25 000 en taille, là, eh boy, je suis pas certain qu'il va arriver à temps là, au bout de 2 ans. Là, je pense à 3 ans pour installer quand tu reçois ton contingent. Donc, je pense qu'il pourra revoir un peu cette partie-là. En tout cas, donc, si on en revient au sirop, c'est ça. Là, tout ce qui resterait, ce serait du sirop biologique. À peu près 52-53% des producteurs sont bio. On s'entend que la différence entre le bio et non bio, la ligne est très mince. Je me plais quasiment à dire que la seule différence entre les deux, c'est la passe. Mais tu sais, il y a des produits de nettoyage qu'on ne peut pas utiliser durant la saison, par exemple. Là. Donc, nous autres, dans notre cas, on nettoie gros à l'huile de bras. Là. On a des lave-pans, mais il faut frotter à mitaine, mais tu sais, on n'utilise pas de produits. Dans le restant, les normes d'entaillage, c'est toute la même affaire. Et pour ce qui est du plomb, dans le bio, c'était comme un an avant tout le monde, qu'il fallait être aux normes californiennes là, pour le bio, pour le plomb.
Fait que c'est ça. 2023 était quand même une petite saison. Ça a épuisé la réserve. Fait que c'est plat. Mais c'est ça. Fait que là, il peut continuer à acheter du sirop bio. Tous ces prix étaient faits en fonction du sirop non bio. Fait que là, il se retrouve avec du sirop qui va coûter à peu près 22 cents la livre de plus. Et puis, c'est comme bien grugé directement dans ses profits. Donc, c'est ça pour côté sirop d'érable. C'est drôle qu'il y ait juste lui qui en a parlé, puis la tribune qui sont partis dans son post Facebook pour parler de ça. Mais situation, il resterait encore du sirop. L'autre affaire, il y en a qui pensent qu'il y a du monde, des producteurs qui achètent des barils à 250$ en stainless pour mettre du sirop dedans puis le stocker à cabane. Pour sûr qu'il y ait bien du monde qui fasse ça. Là. Ça coûte de quoi là, acheter des barils. Donc, quand tu as de l'over-quota, tu l'envoies pareil à la fédération. Ils font tout le temps la moyenne des 3 dernières années pour savoir si tu augmentes ton contingent ou s'il diminue en fonction de tes récoltes passées. Mais dans ce cas-là, si tu ne l'envoies pas, ben, ton contingent ne peut pas augmenter. Donc, si tu envoies tout le temps ton hors-quota à la fédération, ton contingent va augmenter. Donc, je ne vois pas pourquoi il y aurait du monde qui garderait du sirop chez eux pour le fun de même. Donc, puis en plus de ça, quand il est chupé à la fédération, eux autres, ils le traitent. Je pense qu'ils leur bouillent, ils leur filtrent, puis ils remettent ça dans le baril à eux autres, puis ils te retournent tes barils. Fait que, au moins, tu sais, quand il est rendu là-bas, il est en sécurité, puis si jamais il y a un baril qui pop, peu importe, mais ça, c'est leurs assurances à eux autres. C'est pas toi qui vas l'avoir assumé là, personnellement. Là, c'est un baril qui surit à cabane, par exemple. Arrêtez le partage. Fait que, quatrième nouvelle. Dans le marché des grains. Bunge, je ne sais pas si vous connaissez ça, on ne le voit plus vraiment ici au Canada parce que ça porte un autre nom, c'est G3 Canada. Donc, G3, c'est Global Grain Group. Donc, ça, c'est Bunge qui est propriétaire de ça. Il y avait les actifs de la Commission canadienne du blé, parce que quand la Commission canadienne du blé, quand le fédéral avait mis fin à ça, c'est arrivé en 2012, la Commission canadienne du blé était devenue comme un broker, comme n'importe quel autre acheteur de grains. Donc, Bunge, la Commission canadienne du blé et aussi des intérêts de l'Arabie saoudite ont formé une compagnie qui s'appelle G3. Donc, au Canada, c'est quand même assez gros. Ils ont plusieurs plants dans l'Ouest. Et puis, ils gèrent aussi des ports comme Thunder Bay, Vancouver, puis aussi au Québec. Probablement à Hamilton, puis au Québec, il y a le port de Trois-Rivières, puis le port de Québec que G3 gère. Viterra, de leur côté, c'est une compagnie qu'on voit surtout dans l'Ouest. Au Québec, ils sont beaucoup moins présents, mais dans l'Ouest canadien, c'est gros. Puis c'est aussi des compagnies qui sont mondiales, en fait. Bunge, c'est à l'international. C'est pas juste au Canada. Donc, Viterra, comme je disais, c'est fort dans l'Ouest, mais ils contrôlent aussi des ports. Thunder Bay, je sais qu'ils ont Thunder Bay, Vancouver, puis à Montréal. Tu sais, si vous passez sur l'autoroute 20, puis vous voyez l'autre bord, le port de Montréal, de l'autre côté, maintenant on voit ça, là, une bâtisse qui est écrit Viterra. Puis ils ont aussi acheté l'usine de trituration d'huile qui s'appelait à l'époque TRT Edgo, avec en cours dans le parc industriel. Donc, puis là, ces deux compagnies-là, c'est Bunge, dans le fond, qui a approché Viterra pour faire une fusion, fusionner les deux compagnies. Donc là, si ça arrive, au Québec, ils vont se trouver à contrôler Montréal, Trois-Rivières et Québec. Et puis, à Sorel, ça, c'est Richardson qui est là. Et puis, il y a Cargill qui sont à Bécomo. Donc, on aurait un gros joueur qui contrôlait 3 ports au Québec. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose?
C'est dur à dire. C'est sûr qu'il y a tout le temps des consolidations dans les compagnies. Euh, est-ce que le prix va être meilleur? Est-ce qu'ils vont, tu sais, le prix des grains quand même coté à la bourse. Après ça, on a la base de prix. Est-ce que ça va tirer les bases de prix vers le bas? Je ne sais pas, je ne penserais pas, tu sais, mais en tout cas, parce qu'il reste encore de la compétition. Donc, c'est sûr que surtout dans Five Soya, beaucoup de soya part en bateau. Fait que, puis souvent, le soya, bon, il part en bateau à partir de Trois-Rivières ou à partir de Québec. Donc, G3 contrôle quand même une bonne partie de ce côté-là. Mais côté mondial, comment ça pourrait arriver, je ne sais pas. Fait que là, ce qui arrive, c'est que Bunge ont demandé l'approbation des autorités antitrust pour la fusion de Viterra dans les principaux pays. Donc, il y a souvent des lois antitrust, il y en a dans plusieurs pays. Donc, Bunge, dans le fond, a demandé l'approbation réglementaire dans tous ces pays-là. Parce qu'il y a des pays qui peuvent dire, ouais, ben là, tu sais, on pourrait approuver ça, mais pour ça, il faudrait que tu vendes telle affaire. Donc, c'est des choses qui vont devoir étudier. Fait que, eux autres, ils espèrent que tout va pouvoir se faire d'ici mi-2024, que la fusion va être terminée. Et puis, ça, c'est un article que j'ai vu dans le Reuters. Reuters, dans le fond, ça, c'est-tu des journalistes, mais c'est plus quand tu as un communiqué de presse que tu sors, Reuters, ils vont le prendre puis ils vont le publier. Et puis, tu sais, dans le marché des grains, il y a le ABCD qui appelle. Donc, le A, c'est pour, on le voit ici, Anchor Daniels Midland, mieux connu sur ADM. ADM qui ont des minoteries à Montréal là, pour le pain. Je pense qu'ils en ont deux. Il y en a une sur la rue Mills, puis une autre ailleurs. Je ne me souviens plus où. B pour Bunge, C pour Cargill. Puis le D, c'est pour Louis Desfrus. Fait que Desfrus, le D de Desfrus. Fait que c'est ça. En gros, là, une grosse fusion qui s'en vient pour nous autres dans le monde agricole. Est-ce que ça va être une bonne affaire? Je sais que le gouvernement fédéral voulait étudier ça parce que eux autres, le gouvernement fédéral, ils se demandaient pour la vitalité économique de l'entreprise. Est-ce que la compagnie va continuer à faire de l'argent? C'est un gouvernement extrêmement dépensier qui se posait la question. Le gouvernement Trudeau. Pour ceux qui aient vraiment la compétence pour faire ça, ce gouvernement-là. Donc, arrêtez le partage. La dernière nouvelle que j'ai trouvée dans le Country Guide. Donc, comment les pulvérisateurs optiques font bien plus? C'est du Google Translate, là, on s'entend? Donc, de plus en plus, la technologie, elle avance dans tous les domaines de la vie, mais aussi de notre bord. En agriculture, les pulvérisateurs vont s'emmener de plus en plus avec des lecteurs optiques. Donc, il va y avoir comme des solénoïdes après les valves, après les buses. Quand ils vont voir la mauvaise herbe, ils vont rouvrir la valve pour en mettre juste où est-ce qu'il y a du mauvais herbe. De plus en plus, ça va s'emmener de même. Donc, ça va nous faire sauver quand même côté environnemental. Tout le monde voudrait ça, là. Mais il faut que la technologie soit là. Il faut laisser le temps à la technologie de bien travailler aussi. Donc, ça s'en vient. Et puis, les systèmes de pulvérisation optique peuvent être rentables s'ils sont utilisés uniquement pour le brûlage avant semis. Mais en repoussant un peu les limites, ces agriculteurs découvrent qu'ils peuvent également utiliser la technologie pour cibler les fongicides et les dessicants avant la récolte. Là, il parlait d'un exemple dans l'article du canola. Si le canola en floraison, ils peuvent détecter les maladies avec les lecteurs optiques, puis ils vont mettre des fongicides juste où est-ce qu'il y en a vraiment besoin. Habituellement, ce qu'on fait, c'est que le champ est pulvérisé à grandeur, mais avec ça, puis pareil pour les dessicants, ça, c'est pour une pulvérisation en pré-récolte. Souvent, tu sais, surtout dans le cas comme dans l'Ouest, par exemple, si vous regardez un peu sur Google Maps, c'est un peu vallonneux, fait qu'il s'en va avec la sommeuse, puis il contourne les ronds humides, puis il s'en va, puis il sème, parce que les champs ne sont pas nivelés. Pas ici, là, parce que c'est pas comme ici.
Ici, le nivelage en passant, c'est un phénomène québécois. Là. Ça ne se passe pas vraiment ailleurs. Mais là, quand tu sommes, quand tu contournes des rondeaux, des affaires de même, ça ne lève pas égal, puis ça ne mûrit pas égal non plus. Fait que si ton lecteur optique va aller arroser, juste mettons, qu'est-ce qui est légèrement vert, il va arroser juste ça, puis qu'est-ce qui est complètement mûr, il ne l'arrosera pas. Fait que, puis à grandeur de terre qu'ils ont, si vous regardez dans l'Ouest, encore là sur Google Maps, regardez qu'est-ce qui est cultivable dans l'Ouest, c'est immense. Au Québec, on cultive à peu près rien. Là. C'est immense ce qui est cultivé dans l'Ouest. Donc, les économies qu'il pourrait faire de ce côté-là, là, côté environnemental aussi, côté. Fait que ce serait absolument magique. Et puis, parce que c'est sûr que eux autres, quand ça ne mûrit pas égal, tu ne peux pas arriver puis battre ce qui est mûr, puis revenir plus tard pour le restant. Fait que c'est un peu pour ça qu'ils vont utiliser de quoi pour faire un brûlage, pour pouvoir tout récolter en même temps. Ça ne fait pas juste faire sécher. C'est plus pour que ça mûrisse un peu mieux, un peu plus égal, pour tout récolter en même temps. C'est surtout le but pourquoi ils font ça. C'est sûr qu'il y a des parties de champ. Si ça a très bien élevé, ça va avoir mûri plus de bonheur, tu n'as pas besoin de l'arroser. C'est le. Fait que là, ils vont. Les compagnies travaillent là-dessus en ce moment. Puis d'ici 10 ans, d'après moi, là, beaucoup de pulvérisateurs vont être équipés de ça. Fait que je serais bien surpris là, que j'aille pas ça dans un avenir peut-être plus moyen terme que court terme, là, mais moyen terme, là, je devrais probablement m'en équiper d'un système de même. Fait que ça n'a l'air de rien, là, mais si on peut sauver, je sais peut-être quoi, 85% de pesticides dans un champ. T'sais, on en met sur 100%, mais tu as une mauvaise herbe si t'es là. Tu n'as pas. C'est pas un tapis à grandeur, un champ de foin. Si tu veux brûler un champ de foin, c'est une affaire. Mais là, c'est pas un champ de foin qu'on brûle. Là, souvent, c'est des mauvaises herbes et c'était là. Donc, c'est ce qui conclut l'édition du 3 novembre 2023. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute jusqu'à la fin. N'oubliez pas, si vous êtes sur YouTube, allez vous abonner à la page et puis faites un petit like, puis écrivez-moi un commentaire si vous voulez bien. Ça va me faire plaisir de le lire. Donc, sur ce, voyons, il va falloir que je me démêle un peu plus avec mon programme, moi, là. Salut, à la prochaine, à la semaine prochaine.